Ouais, exactement, on entend cassez-vous, cassez-vous, c'est évidemment des mots adressés aux forces de l'ordre. Là on voit bien, des gens jeter des bouteilles, des projectiles à l'encontre des forces de l'ordre qui sont obligés, vous voyez là, de charger quelque peu, qui sont tout simplement obligés de se retrancher. Là vous le voyez, les forces de l'ordre reculent face aux manifestants. On a l'impression qu'il y a beaucoup plus de monde que tout à l'heure. Et plus rien à voir, évidemment, avec les manifestants qui étaient ceux de tout à l'heure. Mathieu, sur ce qu'on aperçoit, sur cette manière de procéder pour les cette scène me fait penser aussi aux policiers, aux gendarmes lorsqu'ils enlèvent leur casque et que les personnes croient que c'est pour s'adonner au mouvement. Non, on enlève les casques et les équipements de protection quand la situation est plus calme et qu'on est moins en situation dégradée. Là, en fait, les policiers, les gendarmes, en l'occurrence des gendarmes, ne reculent pas parce qu'ils ont peur ou parce qu'ils sont en infériorité numérique. Ils reculent, ils font un repli pour permettre de se repositionner sur un boulevard avec d'autres unités et amorcer une future manœuvre coordonnée avec toutes les unités. Et d'ailleurs, je rends hommage à la salle de commandement. On a des policiers derrière des pupitres qui remontent toutes les informations et toutes les instructions sur le terrain et sur la salle de commandement au préfet de police et au directeur de l'ordre public et de la circulation pour pouvoir, comme un orchestre, harmoniser et coordonner tous ces dispositifs. Quand vous avez des gendarmes mobiles, des compagnies d'intervention, des CRS, des unités à moto, il faut que tout ce beau monde puisse s'articuler et faire des mouvements d'ensemble pour qu'il y ait une cohérence dans le dispositif et qu'on n'ait pas des trous dans la raquette ou qu'on puisse pas avoir des unités qui soient prêtes à partie ou à revers, comme tout à l'heure je vous l'expliquais avec la manœuvre sur le boulevard Voltaire. Oui, mais là quand même, on a l'impression, non pas qu'ils sont en sous-nombre, mais qu'en tout cas, dans le rapport de terrain, ils sont un petit peu pris de court dans leur action. Alors vous avez avec eux des commissaires de police. Chaque unité de force mobile est associée à un commissaire de police qui est autorité civile, qui peut faire les sommations, comme je l'ai dit tout à l'heure, en cas d'attroupement, ce qui est obligatoire dans la loi lorsqu'il n'y a pas d'exaction commise sur nos forces pour pouvoir disperser une foule qui est en train de commettre des dégradations, ou en tout cas qui n'est pas en train de prendre à partie sévèrement nos collègues. Et ensuite, effectivement, on a ces manœuvres, on a des replis sur certains boulevards, certaines rues, pour qu'on puisse coordonner après l'effet d'ensemble. Vous voyez, là on tient tout le boulevard, on tient tout le boulevard Voltaire. Là le but c'est de laisser les gens sur la place de la Nation. On voit qu'on a des personnes qui sont tentées de vouloir aller dans les rues adjacentes ou dans ce principal boulevard pour repartir en cortège sauvage. Et là, de ce que je comprends de la manip, c'est qu'on chaîne cette place et que tout le monde reste sur cette place, même si on a encore des résidus, je vois, de personnes dans les rues adjacentes et sur le boulevard Voltaire. Ce que les détracteurs de la pratique appellent la NAS. Alors non, ça c'est pas une NAS. Une NAS, ça veut dire qu'on ne peut pas en sortir. De l'autre côté, on bloque les rues. Alors on bloque les rues au niveau du boulevard Voltaire et de toutes les rues adjacentes parce que sinon ça sert à rien. C'est comme un entonnoir. Si on n'a pas une seule entrée, une seule sortie, ça peut déborder des côtés. Donc les manœuvres ça va rien. Là, les personnes qui veulent se disperser et sortir, d'abord souvent la préfecture indique les rues et les avenues par lesquelles on peut le faire. Et vous avez cette partie. Alors je parle aussi pour les provinciaux qui regarderaient votre antenne. Là, on tient le boulevard Voltaire et adjacent. De l'autre côté, il y a des sorties possibles vers notamment la porte de Vincennes et vers cette extrémité où il n'y a pas du tout de dégradation de violence et qui ne sont pas compris dans le cortège de la déclaration initiale. Et dans quelques secondes, nous serons également avec nos amis auditeurs d'Europe 1, tandis que vous percevez toujours sur ces images ce cordon policier qui tente, comme l'expliquait Mathieu Vallée à l'instant, de repousser les éléments les plus récalcitrants, ceux qui voudraient en découdre, avec, vous voyez, cette colonne qui est en train de ceinturer complètement ce boulevard Voltaire pour les empêcher de progresser, qui sont en recul pour l'instant, mais avant peut-être une prochaine charge pour aller interpeller des individus qui se sont rapprochés dangereusement des forces de l'ordre. Il est 18h et bienvenue à ceux qui nous rejoignent sur l'antenne d'Europe 1. La suite de Punchline consacrée à cette journée de mobilisation contre la réforme des retraites, 10e édition avec des heurts en région, on y reviendra très largement. Puis à Paris, à la fin de la manifestation, on va vous parler de cette mobilisation aussi qui est en net repli, mais également des propositions de l'intersyndicale également pour tenter de faire bouger les lignes, même si jusqu'ici le gouvernement, l'exécutif est resté relativement rétif à cette notion. Une fin de non-recevoir sur l'idée notamment d'une médiation qui pourrait se poursuivre pendant un mois et demi. En tout cas, ça c'était l'idée émise par l'intersyndicale, mais ce matin on a bien compris que l'exécutif fermait la porte pour l'heure en tout cas. Nous ont rejoint sur cette antenne Éric Revel, journaliste. Merci d'être là. Merci à vous Philippe Guibert. Je rappelle que vous êtes enseignant consultant. Mathieu Vallée également qui est commissaire de police. Bonsoir. Tandis que Patrick Privat, secrétaire confédéral de FO, Force ouvrière, nous a rejoint. Bonsoir, merci d'être des nôtres. Et puis on accueille également sur ce plateau Margot Faudéré de la rédaction d'Europe 1. Margot, on va faire un point pour commencer avec vous sur à la fois la mobilisation en termes de chiffres, parce que ça y est, on a déjà un panorama de ce qui s'est passé en France et également des secteurs en grève, des blocages qui ont pu être opérés aujourd'hui.
Eh bien, partout, la mobilisation est en baisse. À 16h, la police relevait près de 525 000 personnes mobilisées partout en France, sans compter Paris. On est loin de la barre symbolique du million qui a été atteinte les 7 et 23 mars dernier, journée de très forte mobilisation. 18 000 personnes ont défilé à Nantes, un peu moins de 13 000 à Rouen. À Paris, le décompte des forces de l'ordre n'est pas encore tombé. Dans la plupart des secteurs aussi, la mobilisation diminue. À la mi-journée, dans la fonction publique d'État, on comptait 6,5% de grévistes contre plus de 15% jeudi dernier. Dans les transports, 16,5% de grévistes à la SNCF, selon un syndicat, même si le trafic reste très perturbé, avec notamment 3 TGV sur 5, 1 TER sur 2. En revanche, dans l'énergie, la mobilisation reste très forte. Dans les raffineries et les dépôts de Total Énergie, on comptait encore un salarié gréviste sur 3 dans les équipes du matin. D'ailleurs, le blocage des raffineries commence à créer de réelles pénuries dans les stations essence, en Provence, dans l'Ouest, mais aussi dans la région parisienne. Dans 3 départements de la région, plus d'un tiers des stations manquent d'au moins un carburant. Merci beaucoup, Margot, pour ces précisions. Évidemment, je me tourne naturellement vers vous, Patrick Prévat. Je rappelle que vous êtes secrétaire confédéral FO. Est-ce que c'est un motif de déception pour vous? Vous vous dites, au fond, c'est une journée à l'échelle d'une grande mobilisation. C'est pas forcément la fin des affaires, la fin des haricots pour nous. Ce n'est certainement pas la fin des affaires. Certains ont voulu siffler la fin du match, mais moi j'indique qu'il y a encore des prolongations. Alors, à quoi vous imputez quand même, néanmoins, cette baisse de mobilisation aujourd'hui? Parce qu'il est toujours difficile d'organiser X manifestations à quelques jours d'écart. On a eu une très forte mobilisation le 23. Je pense que le président, avec son intervention, y a largement contribué, que la mise en œuvre du 49.3 y a également largement contribué. Mais je pense que la détermination des salariés de ce pays est toujours aussi forte. Un mot sur l'intersyndicale, est-ce qu'elle est intacte aujourd'hui? C'est-à-dire que vous êtes toujours au diapason, plus soudés que jamais? Absolument. Pour continuer? L'intersyndicale se réunit ce soir même. Au moment où nous parlons, je pense qu'ils sont déjà en réunion avec les différents représentants des différentes organisations. Il y a quand même des petites baisses de régime. Je pense notamment au mouvement, à la grève des éboueurs qui est suspendu à compter de mercredi prochain. Bon, suspension ne veut pas dire arrêt forcément de la mobilisation, mais quand même on sent qu'il y a peut-être aussi une forme de lassitude, y compris sur le plan salarial, qui est en train de s'instaurer. Vous savez, il est toujours difficile de se mettre en grève. Oui. C'est une perte de salaire direct que l'on voit à la fin du mois, donc c'est toujours compliqué. Mais je pense que les salariés sont toujours autant déterminés contre cette réforme. On va parler évidemment sur le plan politique de ce que ça signifie avec vous, Louis Dragnel, que cette baisse de mobilisation. On le rappelle, pour la seule ville de Paris, on n'a pas encore les chiffres officiels, bien sûr, du ministère de l'Intérieur qui devraient tomber rapidement, mais néanmoins, on estime qu'il y aurait une déperdition quand même de 20% dans le cortège parisien, ce qui n'est pas rien, surtout que ça s'est produit en moins d'une semaine. Absolument, et le chiffre, vraisemblablement, le chiffre, en tout cas qui circule un peu sous le manteau et qui devrait être annoncé ce soir, devrait se trouver autour de 700 000 manifestants partout en France, en incluant Paris. Alors, on peut comparer avec les précédentes... Au plus fort de la mobilisation, on était à 1,3 million, 1,4 million. Ouais. Le 23 mars, alors je prends toujours le même indicateur, oui. En source police, alors après chacun donne son chiffre, mais ici en tout cas on a toujours pris cette référence-là, et ça permet, non mais comme ça on compare des choses comparables. Mais le 23 mars, il y avait un peu plus d'1 million de personnes, le 7 mars, il y avait 1 280 000 personnes, et donc voilà, donc c'est clairement une manifestation en baisse, en nette baisse par rapport à celle de la semaine dernière, d'autant plus que, alors c'est assez contre-intuitif, mais les services de renseignement qui faisaient de l'anticipation s'attendaient à une manifestation aujourd'hui un peu plus importante que celle qu'on avait connue la semaine dernière. Oui. Est-ce qu'on peut se dire, finalement, Philippe Guibert, dans la foulée du 49.3, il y a eu un regain de colère, absolument. Et puis finalement tout ça a un petit peu reflué parce que voilà, le temps est passé aussi. Il y a eu un regain de colère incontestable, comme vous le disiez, monsieur, après le 49.3, mais il y a aussi l'effet violence. Jeudi soir, il y a eu des images de forte violence. Il y a eu ce week-end Sainte-Soline. On avait l'impression que cette manifestation a été préparée dans une ambiance où on s'attendait encore à des violences. Donc je pense que ça peut avoir un effet de démobilisation, même s'il faut le souligner que 700 000, c'est certes... bien moins que dans d'autres manifestations, dans d'autres journées. 700 000, ça reste un chiffre important quand même. On est plutôt dans le haut des mobilisations sociales. Néanmoins, je crois vraiment que dans tous les effets qu'on a évoqués tout à l'heure,
l'effet violence, quand même, peut faire peur à des gens. Je rappelle quand même, pour avoir été dans certaines de ces manifestations, que c'était extrêmement bon enfant, que toutes les générations étaient représentées, que tous les secteurs de la société pouvaient être représentés. Et donc, l'effet violence peut quand même être dissuasif pour un certain nombre de manifestants. En plus de l'effet portefeuille. Éric Revel, on a parlé aussi, on a évoqué tout à l'heure la jeunesse, dont on s'attendait à ce qu'elle manifeste en plus grand nombre que lors des semaines précédentes, parce qu'il y avait eu un certain nombre d'établissements bloqués. Jeudi dernier, je crois qu'il y a eu 38 blocages, 70 blocages filtrants. Alors évidemment, à l'échelle du nombre de collèges et lycées, c'est quand même assez infime. On rappelle qu'il y a 6960 collèges et 3720 lycées en France, donc ça vous donne quand même une idée de la proportion des blocages réels. Mais quand même, il semblait y avoir une impulsion qui ne s'est pas vérifiée aujourd'hui. Oui, alors si ça se vérifie, on va voir dans le détail, mais visiblement c'est le cas, ça marque quand même un tournant dans ces mobilisations, parce que là aussi, les prévisions s'attendaient à des chiffres très importants de mobilisation de la jeunesse, des lycées, des étudiants des universités, et visiblement, c'est pas à quoi on assisterait en l'état des choses. Donc c'est important parce que, évidemment, tant en termes de maintien de l'ordre qu'en termes de mobilisation, si la jeunesse s'était massivement retrouvée aujourd'hui, même si c'est un jour de semaine, même si Philippe Guibert a raison, ça suit quand même une séquence d'ultra-violence dans les Deux-Sèvres où les gens peuvent craindre pour leur sécurité en se demandant ce qui allait se passer, d'autant que on avait une note des renseignements territoriaux qui expliquaient que, attention, on attendait beaucoup de black blocs, 50 villes La journée n'est pas terminée. Non, mais c'est pour ça que je suis prudent. Je dis simplement ne souhaite que... rien. Non, mais j'illustre un peu le point de vue... le changement d'heure, oui. On verra. Philippe Guibert, j'illustre un peu le point de vue. Mais c'est incontestable quand même, monsieur, que la mobilisation baisse. Et la raison, il faut quand même la souligner, invoquée par la CGT pour suspendre le mouvement des éboueurs dans la ville de Paris, c'est que précisément, il y a de moins en moins de grévistes. Alors, il y a l'aspect salaire, sans doute, qui joue, mais on l'a souvent vu dans les sondages, même au plus fort des mobilisations, cette réforme est rejetée par une majorité de Français, mais une majorité tout aussi importante considérait qu'elle finirait sans doute par atteindre son but, c'est-à-dire, dans l'état actuel des choses, passer de 62 à 64 ans. C'est pas un jugement, c'est un constat. Et voilà. Et peut-être qu'on retrouve aussi ces chiffres-là dans la rue. Il y avait 6130 lycéens et collégiens aujourd'hui et étudiants qui bloquaient leurs universités dans toute la France. 6130. Ils sont combien tous? Je sais qu'il y a chaque année, il y a 800 000 bacheliers. Une classe d'âge, c'est 800 000. C'est 800 000. Donc voilà. Ça veut pas. Il y en a qui étaient dans la rue en plus. C'est toujours bon d'avoir un ratio. Mais 6130 sur toute la France, c'est pas énorme. Alors j'aimerais qu'on retourne à Paris sur le terrain, boulevard Voltaire précisément, puisque c'est là que le plus gros des exactions ont été commises, avec Simon Bourtambour pour Europe 1. Bonjour Simon, où en est le face-à-face entre policiers et radicaux en ce moment? Ici, la tension semble retomber, mais il y a quelques minutes, des affrontements ont eu lieu entre manifestants et forces de l'ordre. Si désormais, je vous le disais, l'ambiance est bon enfant à l'endroit où je me trouve, les slogans anti-police ont souvent remplacé cet après-midi les chants anti-réforme. Des protestataires encagoulés ont allumé plusieurs feux, dont un assez important au niveau d'un magasin d'alimentation qui a d'ailleurs été vandalisé. Ici, dans les rues parisiennes, la mobilisation est clairement moins importante que jeudi dernier. La CGT annonce 450 000 manifestants à Paris, près de la moitié que lors de l'acte 9. Les gens que j'ai pu interroger ne s'étonnent pas de la plus faible mobilisation. Nous sommes à la fin du mois, faire grève ça coûte cher, me confiait un conducteur de la RATP. La violence effraie aussi certains. On assiste à une gilet jaunisation du mouvement, assurent ici beaucoup de manifestants. Moins de monde donc, mais un discours plus radical. 5500 membres des forces de l'ordre sont déployés à Paris, un dispositif inédit selon Gérald Darmanin. Plus de 20 manifestants ont déjà été arrêtés ici dans les rues parisiennes. Merci à vous, Simon Bourtambour pour Europe 1 ce soir. Philippe Guibert, vous qui êtes enseignant, il parlait de cette grève qui coûte cher. Et c'est vrai que même si les caisses de grève ont fait le plein, qu'elles ont quand même été fournies, ça coûte quand même à tout un chacun. C'est pour ça qu'il y a aussi un système de roulement qui assez naturellement s'instaure. Mais quand on pense à la jeunesse, pardon d'y revenir, mais a priori, ils ont moins à perdre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de salaire, on a du temps, une capacité de mobilisation plus importante. Pourquoi ça n'a pas pris, d'une certaine manière, la greffe ? Vraiment, c'est de l'expérience d'enseignant avec mes étudiants en Master 1. Il y avait un sentiment d'indifférence quand même.
C'est-à-dire un sentiment de résignation et d'indifférence en se disant de toute façon, quand j'en ai discuté avec eux, quand on arrivera à des problématiques de retraite, les règles auront encore beaucoup changé. Et donc la motivation pour se mobiliser pour cette réforme était faible. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on a vu pendant de longues journées, les premières journées de mobilisation. Les étudiants n'étaient pas très nombreux. Les étudiants sont arrivés, surtout la semaine dernière, je parle sous votre contrôle, à un moment où, à mon avis, c'était les étudiants les plus politisés, les plus militants qui sont venus rejoindre les cortèges et ont pu participer, c'est une minorité, ont pu participer à la soirée un peu violente, en tout cas en allumant des feux dans divers endroits et avec les poubelles qui à ce moment-là y étaient. Mais fondamentalement, au sein des étudiants, je n'ai pas senti un sujet qui les impactait et qui les concernait de façon très forte. Peut-être à tort, parce que tout le monde dit à 25 ans, on ne se préoccupe pas de sa retraite. Mais enfin, néanmoins, ils vont entrer dans la vie active et c'est eux qui financeront dans les années qui viennent les retraites des actifs, selon les règles qui sont fixées par cette réforme des retraites. Donc il y a une forme d'indifférence. Il y a une forme d'indifférence en se disant, de toute façon, les règles qui vont nous concerner seront de toute façon bouleversées d'ici 35 ou 40 ans. Mais en revanche, l'impact pour leurs parents, il va être dans les 10 ans qui viennent. Alors, retour dans le cortège parisien avec toujours un face-à-face tendu. Je ne sais pas si on peut retrouver quelqu'un sur le terrain qui nous raconte pour les auditeurs d'Europe 1 aussi ce qui est en train de se dérouler. Mais en tout cas, il semblerait qu'il y ait une sorte de statu quo, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de violence à proprement parler ni de charge, mais des manifestants qui ont décidé de rester et faire une sorte de sit-in, Mathieu Vallée. Là, ils sont statiques. Oui, alors d'abord, de ce qu'on a vu pour l'instant sur les images, et Louis Dranel a bien raison de dire que c'est pas encore fini, le match on le commente après qu'il soit terminé, éventuellement avec des prolongations pour nous en ordre public qui seraient par exemple des cortèges chevêches, exactement. Non, là on a une place de la nation qui est tenue et des images qu'on a vues jusqu'à présent, il y a des manœuvres des forces de police et de gendarmerie qui sont impeccables, il y a une coordination exemplaire puisqu'on voit que tout ce qui est entamé par nos collègues sur le terrain, nos camarades de la gendarmerie ont bien fonctionné jusqu'à présent. Et je me permets d'avoir un syndicaliste, membre de l'intersyndicale sur le plateau, pour dire qu'aujourd'hui on peut quand même dire que l'intersyndicale a repris la main sur la contestation sociale en France. Les derniers mouvements de contestation liés aux problématiques sociales de notre pays étaient tenus par les Gilets jaunes, qui étaient évidemment pas encadrés, pas organisés, qui ne voulaient absolument pas de hiérarchisation, de structuration du mouvement par des têtes sortantes. Là, on a une intersyndicale qui est désormais l'interlocuteur privilégié des autorités. Je parle sous votre contrôle, mais il y a des échanges réguliers avec la préfecture de police de Paris. En province, on me dit que les préfets, les chefs de service que sont les commissaires discutent en permanence avec ces organisations. Mais c'est important. Quand on veut qu'une manifestation se passe bien, il faut qu'on ait des interlocuteurs sérieux, intelligents, qui représentent les gens, puisque monsieur en face est élu par ses pairs salariés et les personnes qui représentent. Et dans notre démocratie, les corps intermédiaires sont indispensables si on veut pas que ça déborde. Retour sur le terrain avec nos équipes. Que se passe-t-il en ce moment entre policiers et les éléments les plus radicaux qui ont décidé de rester, de jouer les prolongations? Oui, exactement, Nelly. Alors là, ce sont les gendarmes qui font face aux manifestants. Les gendarmes font face à énormément de monde, énormément de jeunes qui provoquent, on va le dire, quelque peu les gendarmes. Énormément de jets de bouteilles, de pavés également jetés à l'encontre de la gendarmerie. Pour le moment, ils n'ont pas encore fait usage de gaz lacrymogène pour disperser la foule, car il faut dire qu'il y a quand même énormément de monde. On a l'impression que des jeunes se sont agrégés tout simplement aux manifestants. On rejoint le cortège ici, place de la Nation. Donc on imagine évidemment que vous parliez de prolongation, que la soirée va se poursuivre, que les tensions vont se poursuivre ici, alors que je pense que dans quelques minutes maintenant les gendarmes vont tenter de disperser un petit peu les personnes qui se trouvent juste devant eux, qui tentent et qui les provoquent quelque peu depuis quelques minutes maintenant. Merci beaucoup et vous nous faites signe bien sûr si les choses venaient à évoluer dans les minutes qui viennent, comme vous le dites. Patrick Privat, secrétaire confédéral FO, est avec nous. J'aimerais qu'on revienne à l'idée de la médiation qui a été soulevée ce matin par Laurent Berger. On en parlait juste avant votre arrivée sur cette antenne. C'est vrai qu'il avait fait un pas en avant en proposant, alors non plus le retrait
pur et simple de la réforme, mais la mise sur pause de ce fameux article 7 qui pose problème, c'est-à-dire qui porte sur le passage à 64 ans pour un taux plein de départ à la retraite. Et il avait suggéré une médiation qui pourrait s'écouler pendant un mois et demi. Est-ce que vous faites partie de ceux qui étaient plutôt optimistes, qui étaient d'ailleurs plutôt favorables à cette idée? Est-ce que vous y croyez vraiment? D'abord, c'est Laurent Berger qui a sollicité. L'intersyndicale est intact, donc est-ce que vous êtes en sollicité, qui a eu cette idée, et dans l'intersyndicale, il y a un partage d'idées, un partage de positions pour avoir un positionnement plus clair. On le verra ce soir, parce qu'il y aura une nouvelle déclaration probablement ce soir de l'intersyndicale. Pour ce qui me concerne directement, moi, la médiation, je vois mal comment on peut faire une médiation avec le président de la République. Je dis des choses quand même. Ça me semble relativement compliqué. Autant je peux faire une médiation lorsqu'il y a un conflit dans une entreprise, ce qui se passe, hein, où on saisit la directe, où on saisit les autorités, le préfet du département lorsqu'il y a un conflit dans une entreprise qui est bloquée ou autre. Ça, oui, ça s'entend. Là, la médiation sur un texte de loi, ça me semble très compliqué, surtout avec le président de la République. Sinon, je ne sais pas comment on peut faire. Je dis ce que vous êtes clairement, dire, Monsieur Privasi, je dis clairement les choses. Nous sommes. Je dis simplement que nous sommes, et nous l'avons toujours dit à FO, nous sommes sur la demande de retrait de ce texte. C'est clair. Il n'y a pas 50 débats. Oui, donc vous vous dissociez de l'initiative Berger. Si, quand même, un peu. À l'issue d'une médiation, si on est utopique. Oui, ça peut être aussi une issue. La médiation est un moyen. La finalité que vous demandez, c'est le retrait. C'est deux choses différentes. Le propre d'un syndicaliste, c'est d'avoir les pieds sur terre. Et moi, j'ai les pieds sur terre. Je ne conçois pas une médiation avec le président de la République. Je conçois des discussions avec le gouvernement. Je pense que vous êtes assez réaliste là-dessus. Je conçois des discussions avec le gouvernement, pas forcément des négociations avec le gouvernement. Je négocie avec les autres interlocuteurs patronaux. Non, mais je là, conçois des concertations, une médiation avec le président de la République. Personne n'a dit on va faire une médiation avec le président. Non, mais c'était pas l'idée initiale de Laurent Berger non plus. Voilà, non. C'est l'exécutif qui pour dire, est à la manœuvre officiellement. Il lance une idée, il dit est-ce qu'on ne pourrait pas se remettre autour d'une table? Oui, il faut qu'on se remette autour d'une table, rapidement. Mais je rappelle que si vous reprenez tous les communiqués de l'intersyndicale, c'était le retrait de ce texte. Ça n'a pas changé et ça ne changera pas ce soir. Philippe Guibert. Nous réunissons, pour ce qui nous concerne, nos instances cette semaine, dès demain. Je peux vous dire que la déclaration de notre comité confédéral national qui interviendra jeudi soir, elle sera aussi très claire sur ce texte. Pardonnez-moi, Monsieur Privat, mais j'ai bien compris cette fois. C'est-à-dire que ce que dit la CFDT, ce que vous dites n'est pas... Non, mais je n'essaye pas d'enfoncer un coin. Non, n'essayez pas de mettre un coin là, il n'y en a pas. J'essaie de comprendre. J'essaie de vous dire que ça ne peut pas se faire comme ça. En appuyant sur le bouton pause, a-t-il dit, et vous dites, la médiation, j'y crois pas. Au nom de FO. Voilà, c'est tout ce que je voulais que je vous précise. Je vous dis. On va voir ce que va dire l'intersyndicale après sa réunion ce soir. Ce que disent nos représentants. Philippe Guibert, enseignant, consultant. Je crois que c'est Olivier Véran qui a dit ce matin, au fond, on n'a pas besoin d'intermédiaire, sous-entendu, pas de médiateur. On peut mener ces négociations de concert ou directement avec les syndicats, mais pas sur le texte des retraites, en marge, sur les autres aspects liés au travail. C'est une manière assez habile d'essayer de se sortir de ce mais c'est un enfantillage. Enfin, on n'imagine pas une seconde que les syndicats puissent venir voir l'exécutif, que ce soit le président de la République, le Premier ministre, le ministre du Travail ou quiconque au sein du gouvernement, pour ne pas parler de retraite après 3 mois de conflit. Enfin là, on est dans l'ordre de l'enfantillage et du caprice de chef qui veut absolument pas reconnaître que les choses se sont pas exactement passées comme il le pensait et comme il le souhaitait. Mais il y a un moment donné, il y a un principe de réalité. Si cet exécutif veut renouer sous une forme ou sous une autre, un dialogue avec vous, syndicats, il faudra bien reparler des retraites. Si l'exécutif avait un peu de sagesse et une volonté d'apaisement, il l'ouvrirait à la discussion. Parce que quand on parle des fins de carrière, c'est ce qu'a proposé le président de la République. Quand on parle salaire, quand on parle fin de carrière, quand on parle pénibilité, on va forcément parler des retraites. Ça a un impact immédiat. Donc autant acter, autant qu'Emmanuel... Vous pouvez trouver que c'est un enfantillage. Moi, je dis que la conclusion et le résumé qui va nous être fait tout à l'heure de cette intersyndicale va être très important. Pourquoi ? Attendez, il y a plus d'un titre. Parce qu'il y a une baisse de mobilisation, parce que visiblement... tous les syndicats ne parlent plus exactement de la même chose. Et j'ajoute un point, c'est que ce week-end, la CGT va avoir une nouvelle patronne ou un nouveau patron.
Et ça, c'est un sujet. C'est un sujet intéressant aussi. Eh ben oui, possiblement. Si vous avez, mais oui, si vous avez quelqu'un plutôt de dur qui l'emporte et qui succède à Philippe Martinez, plutôt que Madame Buisson, qui paraît plus conciliante et plus sur la ligne de Monsieur Martinez, pardonnez-moi, si l'intersyndicale de ce soir est un peu fragilisée avec une mobilisation en baisse et quelques dissensions sémantiques de l'ordre de l'enfantillage, alors la succession de M. Martinez peut valoir son pesant d'or dans la suite du conflit. De reprendre le débat sur le fond de la négociation, enfin si tant est qu'il y ait négociation, pour l'instant on a bien compris que c'était au point mort. J'aimerais qu'on revienne boulevard Voltaire où, avec nos équipes, où semble-t-il il y a quelques instants, l'ordre de dispersion a été donné par les forces de l'ordre. Oui, appel qui a été lancé il y a quelques minutes à peine par les forces de l'ordre, appel répété, appel auquel ont répondu les manifestants avec des sifflets, preuve visiblement qu'ils ne sont pas déterminés à quitter cette place de la Nation. On est véritablement dans une phase complètement différente par rapport au début de l'après-midi. Depuis 16h30, 17h, il y a des points de tension ici, place de la Nation, même si au moment où je vous parle, on est plutôt dans une situation de statu quo, avec encore de nombreuses personnes qui sont présentes donc sur cette place de la Nation, des poubelles qui sont incendiées ici ou là, mais pas véritablement de point de tension entre les manifestants et les forces de l'ordre. Il faut dire qu'on a assisté tout à l'heure à de nombreuses charges de la part des gendarmes mobiles ou encore des CRS, notamment sur le boulevard Voltaire, où des incendies avaient été allumés par des manifestants, un boulevard qui a été ensuite dégagé par les forces de l'ordre, qui se sont ensuite repositionnés dans les rues adjacentes de cette place de la Nation. À proximité de l'endroit où nous nous trouvons, il y a même un camion canon à eau qui est disposé et qui pourrait rentrer en action si jamais les manifestants ne quittaient pas la place, puisque je vous le rappelle donc, c'est l'information, c'est que l'appel à la dispersion a été lancé il y a quelques minutes maintenant. Merci beaucoup. J'aimerais qu'on parle, puisque ça y est, ils sont tombés, des chiffres de la mobilisation aujourd'hui. Louis Dragnel, on a déjà une idée du nombre de personnes qui se sont déplacées. Oui, en tout cas pour Paris, il y a, le chiffre vient d'être publié et transmis par les services de la préfecture de police de Paris. Donc 93 000 personnes qui ont manifesté dans les rues de Paris. C'est beaucoup. Donc c'est pas du tout un chiffre à minimiser. C'est on parlait de 70 000 au début de la journée. C'est la deuxième meilleure manifestation ex aequo avec celle du 11 février. Voilà, c'est une baisse par rapport à celle de la semaine dernière où il y avait 119 000 personnes. Mais en tout cas pour Paris, voilà, c'est un très bon score en tout cas pour les organisations syndicales. En tout cas, ce sont les chiffres du ministère de l'Intérieur. Ensuite, ces chiffres-là, il va falloir les intégrer dans un chiffre plus global qui intègre toute la mobilisation au niveau national. Bien sûr. Il est quand même assez vraisemblable que ce chiffre ne dépasse pas les 750 000 manifestants en France. Mais bon, on est allé un peu vite en besogne en disant qu'il y avait un net repli dans le cortège parisien. Philippe Guibert, on avait... Non, je pense qu'il y a un repli qui est peut-être moins sensible à Paris, parce que l'écart est moins sensible à Paris, mais il y a un repli sur ce qu'on semble avoir vu en province. Ça ne change pas le fait qu'il y a dans l'opinion publique et chez les salariés toujours une très vive opposition à cette réforme de retraite. Ça serait une grosse erreur de comprendre, à partir de cette mobilisation un peu en baisse, que tout d'un coup, l'opposition à la réforme des retraites est moindre. Je pense que l'exécutif aurait un grand tort d'en tirer cette conclusion-là. J'ajoute un point, mais c'est une question peut-être pour Mathieu Vallet. Est-ce que, dans le fait que pour l'instant, on a une situation qui est plus calme que la semaine dernière, est-ce que le fait que beaucoup de poubelles aient été ramassées depuis, est-ce que ça ne permet pas aussi de limiter les feux de poubelle, de limiter l'embrasement dans tous les sens du mot ? Ouais, c'est une excellente question. Merci Philippe de me la poser. Je t'en prie. On avait réclamé à c'est suffisamment rare pour être souligné, donc non, pas du tout. La réponse soit excellente. C'est des questions plutôt non, pas du tout. Allez-y. Mathieu Vallet, je rappelle, vous êtes commissaire de police. Je respecte forcément Philippe Guibert, pas du tout. Non, plus sérieusement, c'est le préfet de police et la préfecture qui avait demandé, par les retours d'expérience de terrain, qu'on puisse enlever ces poubelles malgré la grève qu'on connaît dans la capitale. Parce qu'évidemment, elle sert de point de fixation, elle sert aussi d'embrasement lorsqu'on a eu sur les parcours des poubelles incendiées qui pouvaient se propager parfois à des habitations. On a eu des policiers qui ont sauvé, et pas plus tard que jeudi dernier, vous aviez les images en direct de policiers hors service qui ont évacué un immeuble. Donc, enlever
tout ce qui est mobilier urbain détachable et tout ce qui est poubelle qui peut servir d'élément inflammable, si j'ose dire, ça facilite effectivement le travail des forces sur le terrain. Et là, vous parlez de la dispersion, c'est que l'autorité, par les caméras, par le retour des commissaires de terrain et les effectifs, estime que les personnes qui sont maintenant rassemblées à Nation doivent désormais partir. Et normalement, c'est fait en lien avec l'organisateur. Et souvent, malheureusement, et c'est ce que disait tout à l'heure Louis Dranel, c'est que on a des personnes qui sont tentées de se maintenir sur place pour commettre des dégradations, mais qui n'ont rien à voir effectivement avec les manifestants pacifiques ou les organisations syndicales. Éric Revel, l'usure, le pourrissement escompté par Emmanuel Macron, en tout cas, c'est pas pour tout de suite. Il y a une petite baisse, mais à Paris, c'est pas si significatif que ça. Oui, mais c'est vous-même qui jouez cette carte présidentielle. C'est-à-dire que je pense qu'effectivement, d'une certaine manière, moi, c'est toujours la question que je pose aux spécialistes du maintien de l'ordre, c'est que je suis toujours effaré, si vous voulez, de voir des gens dont on sait que c'est des fichiers S, dont on sait que c'est des casseurs, qu'on a identifiés et qui ne sont pas arrêtés ou qui ne sont pas interpellés, voire même de manière... alors je sais que c'est impossible dans le droit français d'interpeller les gens de manière préventive, mais c'est toujours une question qu'on se pose. Donc, évidemment, le président de la République, si vous êtes plutôt optimiste et mesuré, vous dites « il joue le pourrissement », d'autres qui le sont un peu moins disent « il joue le chaos », en fait. Il joue le chaos, c'est-à-dire qu'il joue l'ordre que réclame tout à chacun des Françaises et des Français, à part une petite minorité, face à ce que cette majorité estime être du désordre, de la pagaille, des actes ultra-violents. Et peut-être, oui, peut-être que cette mobilisation est en face d'un système de réflexion des Français qui est en train de s'enclencher en direction, on le verra encore, parce que, comme le disait Louis, il faut être prudent, on verra ce qui se passe demain ou après-demain, mais comme si, en fait, l'opinion publique se disait... on n'en peut plus de cette violence. D'ailleurs, on vient pas manifester. On n'en peut plus de cette violence, de voir ce pays dans cet état-là, livré à des casseurs, à des voyous. Voilà. Donc, il y a une espèce alors peut-être de moment un peu d'attente aussi. Il faut voir, parce que Emmanuel Macron est souvent le premier à remettre une pièce dans la machine, quand même. Ça, il n'hésite jamais. Donc là, on est plutôt dans l'attente, on est plutôt dans un faux plat, puisqu'on filait la métaphore sportive tout à l'heure, vous voyez. On est dans un faux plat, mais ça ne veut pas dire que pour l'exécutif, le col suivant va pas être infranchissable. Vous êtes bien sur CNews et Europe 1, c'est la suite de Punchline en direct avec ce chiffre qu'on peut désormais vous communiquer, puisqu'il a été transmis par la préfecture de police il y a quelques minutes. Sur la participation à Paris, avec 93 000 manifestants qui ont été comptabilisés. Pour vous donner un ordre d'idée, pas plus tard que jeudi dernier, ils étaient 119 000 donc, dans le cortège parisien. Donc il y a certes une petite déperdition, mais ce n'est pas non plus si significatif que cela. J'aimerais qu'on retrouve Yohann Usaï, parce que c'est un aspect que nous avons évoqué tout à l'heure. Yohann, bonjour, vous êtes à la rédaction CNews. Il se murmure, si on veut avancer un petit peu sur ce dossier réforme des retraites, que le Conseil constitutionnel pourrait accélérer l'examen du texte et donc rendre une décision plutôt que prévue. Alors effectivement, Nelly, le Conseil constitutionnel qui a jusqu'au 21 avril normalement pour rendre une décision, mais le plus probable, c'est qu'il la rende effectivement avant. Ce qui se dit, c'est qu'il pourrait rendre sa décision d'ici une semaine à 10 jours. Il faut lui laisser un peu de temps quand même pour examiner. Le Conseil constitutionnel a besoin de temps pour délibérer et de sérénité, un minimum de sérénité en tout cas. Donc d'ici une semaine à 10 jours, il pourrait effectivement rendre cette décision qui est attendue par tout le monde, disons-le, aussi bien par les Français, par les manifestants que par le gouvernement. Alors quand cette décision sera rendue, il y a là plusieurs hypothèses. Soit le Conseil constitutionnel ne censure rien. À ce moment-là, on n'est pas plus avancé. Soit il censure une partie du texte et à ce moment-là, le gouvernement pourrait trouver une porte de sortie et dire, puisqu'une partie du texte a été censurée, désormais le texte est déséquilibré, donc on le retire pour éventuellement le retravailler. Autre hypothèse, l'ensemble du texte est censuré. Et à ce moment-là, le problème est également réglé. Mais c'est vrai qu'une censure partielle du texte, c'est ce à quoi s'attend le gouvernement. C'est ce qui se dit dans les couloirs des ministères. Le gouvernement s'attend plutôt à cette hypothèse qui sera donc vraisemblablement révélée d'ici une dizaine de jours. Merci beaucoup, Yohann, pour ces premières précisions. Philippe Guibert, on disait sur cette même antenne hier, finalement, les sages seront peut-être les juges de paix dans cette affaire. C'est pour ça qu'on les appelle les sages. Oui, les juges de paix, mais là, vu le contexte social explosif, ça prend encore plus de sens, le fait qu'ils puissent rendre éventuellement une décision plutôt que prévue. C'est-à-dire que le gouvernement ou l'exécutif et le président, plutôt que de prendre une initiative par eux-mêmes d'ouverture
soit parlementaire, soit social avec les syndicats, préfèrent s'en remettre au Conseil constitutionnel, avec tous les risques qui peuvent être afférents. Yohann Usaï évoque l'hypothèse qui, effectivement, est partagée par pas mal de gens, de se dire ils vont pas oser, le Conseil constitutionnel, censurer l'intégralité de la loi, mais ils vont censurer une partie. Ce qui paraît assez probable. Après, il y a des constitutionnalistes qui disent qu'il y a matière, notamment avec l'article 47 alinéa 1 et son usage abusif, à censurer l'intégralité du texte. On verra bien. Mais le gouvernement attend finalement que des juristes très politiques au Conseil constitutionnel, sont des anciens premiers ministres, des anciens ministres, finalement servent de juges de paix. Ils auraient pu, à l'exécutif, avoir, et particulièrement le président, avoir une autre attitude qui consistait à dire, dans l'attente du Conseil constitutionnel et de sa décision, j'ouvre la possibilité d'avoir une nouvelle délibération sur la loi, ce qui est permis par la Constitution, article 10, alinéa 2, ce qui permet d'aller à un vote qui n'a pas eu lieu pour faute de 49.3. Et donc, ça aurait pu être une ouverture parlementaire. Vous croyez réellement à ça, à cette hypothèse? Est-ce que c'est une voie vraiment à explorer? Non, mais mais crois. vous pensez qu'Emmanuel Macron, président de la République, envisage cette option? Je constate sincèrement. Je constate sincèrement qu'Emmanuel Macron fait toutes les erreurs pour l'instant. Donc il peut en faire une de plus en ne se saisissant pas des possibilités que lui offre la Constitution. Voilà. Je suis sûr que vous êtes d'accord avec moi. Éric, en tout cas, c'est quand même une lourde responsabilité qui pèse sur les épaules de ces sages. Retoquer entièrement la loi, ça paraît. Alors, les membres sont en partie nommés par le président de la République, ce qui peut être un inconvénient et un avantage. Ils sont 9, on rappelle. Voilà, vous pouvez faire passer des messages, lâcher les chevaux ou au contraire les retenir, même si évidemment les sages sont indépendants, comme tout le monde le sait. Mais en lisant... Ils sont nommés par qui Non mais je suis d'accord, mais officiellement... J'ai dit comme tout le monde le sait. D'habitude, vous goûtez mieux ma subtilité un peu cynique. Mais devinez votre finesse d'analyse. Juste pour compléter l'exposé parfait de Philippe, c'est que moi je lisais plus... facilement Dominique Rousseau, qui est un grand constitutionnaliste, qui évoquait ces points. Et il y a deux sujets où moi j'ai été interpellé. Bon, il y a ce qu'on appelle les cavaliers législatifs, par exemple l'index senior ou le CDI senior. Absolument. Mais Dominique Rousseau, si je me souviens bien dans cette interview au Monde, disait sans doute que le plus périlleux, c'est le véhicule législatif qui a été employé, c'est-à-dire faire voter une loi sur les réformes en utilisant une loi rectificative de la sécurité sociale. Et pourquoi c'est important? Parce que trouver une porte de sortie, c'est pas la prendre dans la figure. Faut faire attention. C'est-à-dire trouver une porte de sortie, c'est trouver un moment où la loi va ne pas être constitutionnelle, mais en essayant de ménager à ceux qui sont appelés à discuter ensemble. Et si évidemment, par exemple, le Conseil constitutionnel retoquait la loi sur l'article 7 du passage de 62 à 64 ans, là, la porte de sortie pour le chef de l'État se transformerait en porte dans la figure. Qui revient dans la figure. Patrick Privat, je rappelle que vous êtes le secrétaire confédéral de Force ouvrière. Vous misez gros sur cette décision du Conseil constitutionnel. Vous vous dites peut-être qu'ils prendront la mesure de ce qui est en train de se passer dans le pays et qu'ils prendront, eux, leurs responsabilités? On les présente comme des sages. J'ose espérer qu'ils auront suffisamment de sagesse pour retoquer ce texte. Toutes les organisations, absolument, toutes les organisations syndicales, dont la nôtre, parce que nous avons été à la manœuvre sur cette partie-là, avons présenté des observations au Conseil constitutionnel. Ce qu'on ne fait pas tout le temps sur des textes de loi. Puisqu'on avait la possibilité de le faire, toutes les organisations syndicales ont déposé des argumentaires sur ce texte. Et on a travaillé, bien sûr, avec des professeurs de Constitution. Vous allez en parler ce soir. Je rappelle qu'il y a une réunion de l'intersyndicale, à la fois pour la conduite à suivre de la mobilisation, mais également peut-être pour les différentes options qui s'offrent à vous en cas d'avancement du calendrier. J'imagine. On verra sur l'avancement du calendrier. D'accord. Louis Dragnel, je rappelle que vous êtes le chef du service politique d'Europe 1. Pour nos auditeurs et nos téléspectateurs, vous avez d'autres chiffres
globaux de la mobilisation du jour. Voilà, donc on a les chiffres pour ce soir. Donc selon le ministère de l'Intérieur, 740 000 manifestants donc ont défilé, ont manifesté aujourd'hui en France, dont 93 000 à Paris, comme on l'évoquait il y a quelques minutes. Donc on se situe à peu près un peu plus au-dessus des 700 000 qu'on évoquait tout à l'heure. Et si on veut comparer avec les précédentes manifestations, bon, globalement c'est une baisse. On était à 1 89 000 le 23 mars, on était à 1 280 000 le 7 mars, et donc en fait c'est un petit retour en arrière puisque en fait on retrouve les chiffres en fait autour du 7 février, donc c'est clairement une légère baisse, une légère inflexion des mobilisations. Alors, on va les commenter évidemment, mais j'aimerais qu'on retourne aussi du côté de la place de la Nation avec nos équipes, où il semble y avoir encore pas mal de monde, mais une situation calme. Est-ce que c'est un calme précaire qui règne ou est-ce qu'on peut dire que les choses rentrent lentement dans l'ordre ? Écoutez, Nelly, c'est un calme relatif. On est vraiment sur cette place de la Nation alors que le cortège officiel syndical est arrivé sous les hurrahs de la foule. C'était le cortège Sudrail pour être tout à fait précis. Mais quand je vous disais calme relatif, c'est parce qu'on connaît bien ces fins de mobilisation place de la Nation, ce qui sont souvent le fruit de vives tensions entre les éléments radicaux et les forces de l'ordre. Le dispositif de sécurité sur cette place, il est très impressionnant. C'est-à-dire que pour chaque artère, vous avez 2-3 lignes de policiers et gendarmes qui vont filtrer les départs des manifestants. Et puis pour les auditeurs, imaginez faire un point vraiment sur la place de la Nation, au cœur de la place de la Nation, et puis ensuite vous formez un périmètre de 500-600 mètres. Toutes les artères sont bloquées avec une sorte de no-go zone. La circulation a bien évidemment été coupée et vous avez 2-3 barrages de forces de l'ordre. Lorsque nous sommes arrivés place de la Nation, on a pu être interpellés par des forces de l'ordre pour montrer patte blanche et puis pour avancer. Pour l'instant, je le répète, Nelly, le calme est apparent. On a assisté un peu plus tôt dans l'après-midi à des moments de tension avec des éléments radicaux, mais vous savez que là, à l'heure où je vous parle, il fait encore jour à Paris et lorsqu'il y a les plus grands moments de tension sur cette même place, parce que ce n'est pas la première fois qu'une manifestation vient trouver sa fin place de la Nation, dès lors qu'il commence à faire nuit, vous avez les éléments les plus radicaux qui se forment et qui recommencent ces moments d'affrontement avec les forces de l'ordre. Énormément de monde sur cette place, avec autour de moi beaucoup de jeunes, énormément de jeunes, avec un cortège syndical qui arrive peu à peu. Et puis peut-être vraiment un peu plus au cœur de la place, ces éléments qui sont en train de se reformer. On a entendu quelques pétards, mais pour l'instant, c'est plutôt calme. On a bien compris que effectivement l'heure était à la vigilance. Merci beaucoup pour ces précisions. On vous retrouvera un petit peu plus tard, toujours au cœur de cette place de la Nation dont on aperçoit ici qu'elle est encore très très fournie. Et comme nous le disait notre reporter Mathieu Vallée, quand on dit place de la Nation et qu'on est un Parisien et qu'on a un petit peu l'expérience des manifestations passées, on se dit danger. C'est toujours un point de crispation, de tension bien connu quand même des forces de l'ordre. Ouais, c'est un espace qui est très vaste pour ceux qui sont pas de Paris et pour ceux qui connaissent Paris, comme vous le dites, et qui ont la chance de venir pas seulement pour la manifestation, parce que le cœur de la place est aménagé aux piétons. On a beaucoup de terrain à tenir. D'abord, il faut tenir toutes les rues perpendiculaires et adjacentes à cette place qui débouche sur la porte de Vincennes, sur le boulevard Voltaire où était le cortège. Donc, il faut tenir tous ces éléments. Et regardez ensuite, cette image aussi. Je ne sais pas si un de nos reporters peut nous la commenter. Il y a des personnes qui sont en train d'observer sur les toits ce qui se passe directement au-dessus de la place de la Nation, peut-être à des fins de stratégie pour peut-être organiser une sorte de mouvement un petit peu plus tard. Est-ce que nos reporters peuvent nous le confirmer ? Ils font des photos. Oui, les manifestants sont arrivés sur le toit il y a quelques instants, ce qui a redonné de l'activité, si vous voulez, au cortège. Sous les applaudissements de nombreux manifestants, semble-t-il, ce sont donc des manifestants qui sont perchés sur les toits de Paris. On imagine que c'est évidemment très dangereux parce qu'ils sont à une hauteur assez importante au-dessus de cette place de la Nation. Toujours situation de statu quo pour ce qui concerne le sol ici sur la place de la Nation, avec toutefois un regain d'activité depuis maintenant quelques minutes et des chants qui reprennent de plus belle.
pas forcément de tension à l'endroit précis où nous nous trouvons, mais évidemment une atmosphère qui reste électrique. Mathieu Vallée, qu'est-ce qui se passe quand des individus vont sur un toit, prennent des vidéos, observent les alentours, peut-être sortent des jumelles pour certains d'entre eux? C'est quoi la stratégie, l'intention derrière? D'abord, je pense que c'est la bêtise. Après, c'est peut-être faire des photos et des belles images ou des vidéos sur de la place. D'abord, c'est très rare qu'on ait des personnes qui prennent ce qu'on appelle, nous, des points hauts. C'est là parce qu'ils sont en hauteur, donc pour nous c'est des points hauts. C'est pas la première fois qu'on avait vu sur les réseaux sociaux un certain nombre d'images déjà pour déployer des banderoles, sur des matchs j'en ai fait pas mal, à part des black blocs ou des personnes mal intentionnées qui montent sur des échafaudages ou des points hauts pour canarder les effectifs. Là, je vois qu'ils ont des téléphones portables et des outils pour capter le son et l'image. Donc je pense que c'est surtout pour ça. Ensuite, on a normalement effectivement des unités qui permettent de monter dans ce type d'habitation pour aller sur les toits. Là, le plus grand danger, c'est qu'ils tombent des toits ou qu'il y ait des mouvements qui entraînent une chute pour les personnes qui sont montées. Ça, c'est le plus grand danger. On voit bien que c'est assez précaire. Là, c'est assez plein. Mais il suffit d'une mauvaise manœuvre ou d'un mauvais mouvement pour que la personne tombe et que ça soit fatal. Ensuite, j'en profite, vous me faites une belle transition, puisque d'ailleurs, ça a été l'objet d'un échange à l'Assemblée nationale aujourd'hui. Vous savez qu'aujourd'hui, on est le 28 mars 2023 et les policiers et les gendarmes n'utilisent toujours pas des drones, que ça soit à Sainte-Soline, que ça soit dans les manifestations, que ça soit jeudi dernier lorsqu'il y a eu des exactions très violentes commises dès la place de la République jusqu'à la place de l'Opéra. Et pourtant, ça permettrait aussi, au-delà de voir les images des street reporters ou les images des personnes qui nous détestent, de montrer les images de la police et de la gendarmerie, comme ils ont pu au sol capté, comme vous avez pu les diffuser, c'est que j'ai vu samedi, lors des exactions et des violences commises par les personnes radicalisées sur les responsables, c'est la CNIL qui et le Conseil d'État. Et le Conseil d'État, parce que non mais il y a parce qu'ils s'endorment. Et absolument qu'ils se réveillent. Et c'est un vrai sujet, ce que vous pointez du doigt, avec un paradoxe immense, c'est que aujourd'hui les policiers, notamment les gendarmes, peuvent utiliser notamment des hélicoptères avec des pods qui sont situés sous l'hélicoptère pour capter des images, mais interdiction d'utiliser des drones. Alors ça, c'est bienvenu en France, c'est complètement absurde. Vous n'avez même pas le droit d'utiliser des drones pour faire de la manœuvre opérationnelle, juste pour voir ce qui se passe devant vous. Enfin, c'est quand même absurde. Et vous n'avez pas le droit d'utiliser de drones non plus pour capter effectivement des images. Mais ça pourrait évoluer. Enfin, oui, ça peut évoluer, mais ça a été retoqué. Gérald Darmanin l'a demandé et il s'est pris ça a été retoqué. Alors surtout que nous, on n'attend pas que le Conseil d'État et que la CNIL se réveille enfin d'un long sommeil sur ces décisions qu'on attend. On forme déjà des policiers et des gendarmes à l'utilisation des drones. On a acheté des équipements de dernière génération pour pouvoir utiliser ces drones. Donc dès qu'on a le feu vert, on ne sera pas attentiste, on sera tout de suite en action puisqu'on pourra les utiliser. Et je vous donne aussi un exemple plus loin. Au lieu de diffuser, au-delà de diffuser nos images sur les opérations de maintien de l'ordre ou de violences urbaines, sur des physionomies, au lieu d'envoyer des effectifs humains au sol qui peuvent être prêts à partir ou qui peuvent poser des difficultés dans une foule compacte, on peut utiliser ces drones pour avoir une physionomie, un visuel sur des points qu'on veut identifier. Enfin, c'est que du positif. Il y a aussi la liberté des individus et c'est ce que la liberté. Tout le monde se filme dans une manifestation, mais la police n'a pas le droit d'utiliser de drone. Non mais vous avez raison, mais je trouve ça. On peut considérer qu'il y a un paradoxe, en effet. Gradation de la violence. C'est-à-dire que si vous avez des drones, quand vous aurez l'autorisation, si vous avez des drones qui vont voler au-dessus des foules, bon, au-delà de la question de la liberté des images, bon, très bien. Vous ne pouvez pas exclure que ces gens violents s'amusent, par exemple, à tirer et viennent avec des armes pour dégommer les drones, les hélicoptères, etc. C'est pareil. Non, enfin, l'hélicoptère, ça vole un peu trop. Ça peut voler très loin. Oui, non, mais quand même, vous voyez, il y a aussi ça, je pense, qui est un sujet. Non, mais c'est très utile pour les forces de l'ordre, mais qu'est-ce que ça entraîne ensuite? Je pense que vous posez toutes ces questions aussi. Oui, tout à fait. Retour, si vous le voulez bien, on les retire. S'il y a un risque, on les retire. Place de la Nation, avec nos équipes, en l'occurrence Simon Bourtambour pour Europe 1. Rebonsoir Simon. On aperçoit encore, j'imagine, autour de vous beaucoup de monde. On a parlé d'une place de la Nation qui était encore noire de monde et de ces avenues adjacentes qui étaient bloquées. Donc pour l'instant, la dispersion, semble-t-il, n'a pas commencé. Oui, tout à fait. On est à la fin de la mobilisation. La fin de cortège arrive en ce moment. Les ballons floqués aux couleurs des syndicats se dirigent vers moi. L'ambiance est bon enfant. La musique résonne. On est bien loin des scènes d'extrême violence de jeudi dernier. 5500 policiers ont tout de même été mobilisés à Paris aujourd'hui, mais ils sont beaucoup plus discrets. Ils quadrillent en ce moment même la place de la Nation. Quelques affrontements entre forces de l'ordre et manifestants ont tout de même émaillé la mobilisation. La mairie de Paris avait fait collecter les déchets sur
le parcours de la manifestation. Certains contestataires ont tout de même lancé plusieurs feux qui ont été maîtrisés rapidement par les pompiers. Ici, dans les rues parisiennes, le rassemblement est clairement moins important que jeudi dernier. La police annonce 93 000 manifestants à Paris, moins donc que lors de l'acte 9. Les gens que j'ai pu interroger ne s'étonnent pas de la plus faible mobilisation. Nous sommes à la fin du mois. Faire la grève, ça coûte cher, me confie un conducteur de la RATP. Les violences effraient aussi certains. On assiste à une gilet jaunisation du mouvement, assurent ici beaucoup de manifestants. Moins de monde donc, mais un discours de contestation plus général. Beaucoup d'étudiants me disaient être descendus dans la rue, non pas pour lutter contre la réforme des retraites, mais pour blâmer de manière générale la politique d'Emmanuel Macron. Merci beaucoup Simon Bourtambour pour Europe 1, en direct de la place de la Nation à Paris. Patrick Privat, je rappelle que vous êtes secrétaire confédéral FO. Notre reporter nous disait à l'instant, ça coûte cher, on est à la fin du mois. C'est vrai que bon, avec l'inflation rampante, parfois le 15 du mois, on est déjà dans le rouge et donc c'est d'autant plus difficile de faire grève dans ces conditions. Mais ce qui veut dire qu'à la faveur du mois d'avril qui pointe son nez, ça pourrait repartir, on pourrait aller puiser dans les bas de laine ou en tout cas taper dans la caisse pour tenter de remobiliser tout le monde. Voir du côté de l'écureuil s'il y a quelques noisettes encore à manger. Mais déjà, la grève d'aujourd'hui, pour ceux qui sont en grève, ne sera pas prélevée sur le mois de mars. Première chose. Toutes les payes sont faites. La première des choses, les payes donc c'est décalé d'un mois. Elles sont bloquées au 18, voire au 20 du mois. Ça, c'est aussi la vraie vie des choses, quand on connaît comment ça fonctionne. Donc, la grève d'aujourd'hui, elle sera prélevée éventuellement fin avril ou fin mai, suivant des discussions dans les entreprises ou autres. Parce qu'il y a un étalement des choses qui se passent. C'est le cas un petit peu partout, dans toutes les entreprises, que ça s'organise comme ça, y compris dans les administrations. Donc parce que les choses se discutent. C'est peut-être pas un facteur. C'est pas un facteur. C'est que, voilà, on était en grève et en manifestation le 23, très fortement mobilisés. 5 jours après, les choses sont compliquées. Alors, les événements de ce week-end n'ont certainement pas contribué, ont pu faire peur aux gens. Je veux dire, les images en boucle de montrer ce qui passait, des scènes de guerre, on peut dire ça quand même, ce qui s'est passé ce week-end dans les Deux-Sèvres, peuvent faire peur à des personnes de venir dans des manifestations quand même. C'est ça la réalité. Scène de guerre. Vous dites scène de guerre. Quand on dit scène de guerre, pardon, c'est intéressant ce que vous dites. Quand on dit scène de guerre, ça veut dire qu'il y a deux camps qui s'affrontent. Donc là, clairement, on avait deux camps qui s'affrontaient. L'autre jour, samedi, oui, il m'a semblé quand même. Non, mais ça veut dire qu'il y a... J'ai mal regardé vos images, ou les images de vos confrères, mais il me semblait bien qu'il y avait deux camps qui s'affrontaient. D'accord, mais il n'y avait pas un maintien de l'ordre par rapport à des agresseurs. Il y avait un maintien de l'ordre pour protéger des infrastructures qui avaient été mises en place. Intéressant point de vue. C'est pas forcément ce qu'on entend toujours à gauche. C'est la réalité. Les forces de l'ordre étaient là pour protéger des infrastructures qui avaient été construites. Point. Et d'autres ont contesté la construction de ces infrastructures. Et je ne vais pas au-delà, ce n'est pas le débat, c'est pas notre débat aujourd'hui. Même si le climat ou autre, on s'en préoccupe. Moi, il y a simplement une chose, sur les chiffres. Moi, j'ai un compteur particulier. J'aime bien le sport, je vais souvent au Stade de France. Le Stade de France, c'est 80 000 personnes. 80 000 personnes. Et je parle sous le contrôle de personnes qui s'occupent de la sécurité. Le stade est divisé en un quart d'heure. Absolument. Donc, on arrête avec cette polémique sur les chiffres. Parce que ce n'est pas en un quart d'heure que les 93 000 personnes sont passées à Paris. Vous aviez 2 cortèges aujourd'hui à Paris. Arrêtons cette polémique stérile. Autre exemple. Je ne sais pas si le marathon de Paris aura lieu. 50 à 55 000 participants. C'est dimanche. S'il est maintenu. Parle que, voilà. Oui, c'est vrai. De plus, ces participants payent. Donc on sait exactement le nombre qui sont. Et vous avez là des drones et autre chose, parce que c'est un événement sportif, et on voit la masse que ça représente du marathon. Vous regarderez la masse des cortèges. Non, mais je le dis bien aujourd'hui, vous aviez 2 cortèges. Les camarades de Sud qui arrivaient juste à l'instant, là, ils étaient dans le cortège principal. Vous avez le cortège de délestage qui va généralement beaucoup plus vite parce que les problèmes se passent devant le carré de tête principal, toujours. Et ceux qui créent les incidents sont devant le carré de tête et devant les forces de police. Donc il faut aussi parler de ça. Bien sûr. C'est ça. Mais il y a quand même, moi, j'ai juste une question, pardon, permettez. J'ai une question à vous poser. La CGT a communiqué très tôt sur les chiffres de la mobilisation à Paris. Alors évidemment, c'est pas du tout dans les mêmes proportions que les chiffres de la police. Et elle a communiqué sur un chiffre autour de 435, 450 000 participants.
Mais quand on compare avec la précédente manifestation, la CGT avait dit 800 000 pour Paris. Donc ça veut dire qu'il y a une division par 2 quand même de la manifestation. Vous voyez, vous constatez, vous reconnaissez le fait qu'il y ait une baisse de la mobilisation à Paris? Je ne dis pas qu'il y a eu plus de mobilisation aujourd'hui. J'ai jamais dit ça. Non, mais justement, c'est pour ça que je pose la question. Moi, c'est pas la première manifestation que j'organise. Je sais regarder les cortèges, je sais y compris les traversées, c'est-à-dire les remonter complètement, et je sais voir à peu près le nombre de personnes qu'il y a. Alors, je compte pas un près, comme fait soi-disant la préfecture de police ou d'autres organismes qui sont payés par l'État, d'ailleurs. On sait pourquoi ils sont payés par l'État, pour donner des éléments chiffrés à la baisse. Il faut quand même pas se tromper. Donc, moi, je me trompe pas. Vous pensez à quel... Oui, enfin, celui qui vous donne quelques statistiques sur les manifestations. Celui serait leur faire trop de publicité sur ces manifestations. Voilà. Bon, on sait quelles sont les consignes. Les renseignements territoriaux nous disent qu'il y aura tant de manifestants avant même que n'importe quelle manifestation ait démarré. Donc c'est un service d'anticipation. Oui, non, mais d'aide à la prise de décision pour les commissaires de police. Je vous assure, c'est à ça que ça sert. Ça se vérifie pas toujours. On travaille. C'est pas Madame Irma, c'est pas Madame Soleil. Vous l'avez dit tout à l'heure, on travaille beaucoup avec eux, y compris sur tout le territoire, partout, avec les préfets, avec les commissaires de police, y compris sur Paris. Je peux vous dire qu'il y a multiples réunions pour que les choses se passent au mieux. Éric Revel, il nous reste quelques minutes avant la fin de cette émission. Si on se projette un petit peu, on a beaucoup parlé du Conseil constitutionnel, pardon d'insister, mais il y a donc cette échéance qui pourrait intervenir autour du 10-12 avril, enfin sans qu'on ait eu confirmation. Mais enfin bon, si cela venait à arriver, le problème c'est que on parle du Conseil constitutionnel étape après étape, on se fixe une échéance et puis après on voit pas au-delà. Mais si le Conseil ne retoque rien, après on entre dans l'inconnu, qu'est-ce qui se passe si le Conseil ferme la porte? Ensuite, il y aura peut-être... Alors si, c'est l'une des hypothèses. Il retoque rien, donc la loi est passée par 49.3, donc elle est promulguée. Alors il y a quand même le recours au référendum d'initiative partagée. Bon, je rappelle que ce référendum, il doit représenter 10% du corps électoral, c'est-à-dire presque 5 millions d'électeurs, et que la loi fixe à 9 mois le délai pendant lequel ces 5 millions de signatures doivent être collectées. Bon, ensuite, il y a d'autres étapes, donc c'est pas si simple que ça, mais moi, la question que je pose, c'est si la loi est promulguée par le président de la République dans l'hypothèse où le Conseil constitutionnel la validerait entièrement et que tout se passerait suivant les vœux de l'exécutif, attendre des semaines, voire quelques mois, parce qu'il y aura au moins ce délai-là, le résultat d'un référendum d'initiative partagée, ça me semble... parce que il y a aussi, pardonnez-moi, je vais être un peu cynique, mais vous le savez, vous organisez des manifestations et vous y participez, mais là, il y a aussi un sujet, c'est l'arrivée des vacances de Pâques. L'arrivée des vacances de Pâques avec les premières zones qui vont peut-être partir la semaine prochaine, si ma mémoire est bonne, Paris, le Sud, c'est un peu plus tard, par définition, quand vous avez des périodes de vacances, et on l'a vu, puisque le conflit dure depuis 2 mois, on l'a vu, là aussi, c'est un sujet d'affaiblissement des mobilisations. Bon. Donc, en fait... Je pense que le président de la République et l'exécutif ont tout ça en tête. Oui, c'est la stratégie du pourrissement, quoi. Voilà. Et que ça, on connaît. On connaît les méthodes. Et puis rappelons quand même une chose, on en parlait tout à l'heure, c'est que le président de la République va donc être absent à plusieurs reprises. Si l'information s'avère juste, c'est-à-dire un Conseil constitutionnel qui rend sa décision avant le 21 avril, bon, je répète, le président de la République est en Chine du 5 au 9 et aux Pays-Bas les 11 et 12 avril. Alors, sauf à imaginer que le Conseil constitutionnel rende son avis sans que le chef de l'État soit sur le sol français, ce qui me semblerait périlleux. Ça laisse une fenêtre de tir relativement. Ça laisse du 10 avril du 9 avril au 11 avril. Voilà, ça laisse 2 jours. Louis de Ragnel, petit commentaire sur cette anticipation éventuelle du rendu de la décision du Conseil constitutionnel qui servirait à apaiser, au fond, le climat social sans qu'on sache sur quoi ça peut déboucher derrière. Parce qu'on se dit, on espère que c'est une échéance pour mettre fin à la colère sourde, mais après, il peut y avoir une autre colère encore qui est provoquée par cette porte fermée. Bien sûr. Alors, ce qu'il faut quand même bien avoir en tête, c'est que le Conseil constitutionnel, ce ne sont pas des robots ni des ordinateurs, c'est vraiment des êtres humains. Et donc, c'est des jeux... Non, mais... Et donc, il y a...
Il y a 9 membres et donc non mais ce sont en partie des anciens politiques. Une partie d'entre eux a été nommée par Emmanuel Macron. Je ne remets absolument pas en doute leurs compétences ni leur impartialité sur certains sujets, mais le Conseil constitutionnel prend en compte, et ça fait partie de sa manière de travailler, le climat social du pays. Et moi, ce qui me paraît le plus probable, mais je ne suis pas constitutionnaliste, c'est que, en fait, finalement, ça arrange tout le monde que le Conseil constitutionnel retoque 1 ou 2 articles, mais pas l'essence même de la loi. Donc, je vous dis ce qui, moi, me paraît vraisemblable, donc c'est vraiment, ça n'engage que moi. Moi, je pense qu'ils vont retoquer des articles qui ne sont pas forcément avec l'index senior, qui n'ont pas une symbolique extrêmement forte, mais ils ne retoqueront pas, je ne pense pas, l'article 7 avec le décalage de l'âge de départ à la retraite, parce qu'en fait, si, pour le coup, le Conseil constitutionnel faisait ça, ce serait une déclaration de guerre de Laurent Fabius à l'égard d'Emmanuel Macron. Et on sait que ces deux-là ne s'entendent pas très bien, mais néanmoins... Ils se sont jamais vraiment très bien entendus. Donc je pense que ça permet à Laurent Fabius à la fois de montrer à Emmanuel Macron, regardez, monsieur le président, je suis indépendant. Ça envoie des signaux à tout le monde. Emmanuel Macron peut dire à tous les opposants à la réforme, mais regardez, vous voyez bien, cette loi s'est faite dans les règles de l'art, puisque le Conseil constitutionnel la valide, a juste censuré une toute petite, quelques lignes. Mais ça permet en fait à tout le monde de sortir, entre guillemets, à peu près la tête haute de cette histoire. Mathieu Vallée, pour une petite réaction très courte, il nous reste 1 minute. Oui, très brièvement, on attend la dispersion, mais en tout cas, c'est bien dommage qu'on ait attendu qu'il y ait 500 policiers et gendarmes blessés, rien que pour la jeudi du 23 mars dans toute la France, et le samedi 25 mars à Sainte-Soline dans les Deux-Sèvres, pour que malheureusement on revienne à un calme un peu plus précaire, mais d'autant plus soulignable que ce qu'on a vécu comme scène d'enfer jeudi dernier dans toute la France, notamment à Paris, et samedi pour nos camarades de la gendarmerie avec nos collègues CRS policiers qui étaient engagés sur le dispositif. Bon. Ça c'est dit, au moins vous avez fait passer votre message. C'est des femmes et des hommes derrière qui sont rentrés avec des stigmates, des blessures. Ils ont été reçus ce matin à Beauvau par le ministre de l'Intérieur. Et je pense qu'il ne faut pas avoir honte d'avoir fiers ces policiers et ces gendarmes qui protègent les manifestations, comme vous le signez tout à l'heure, en tant que syndicaliste. Il nous reste quelques secondes pour remercier nos auditeurs qui nous ont suivis sur Europe 1 et qu'on va quitter, mais on va vous confier au bon soin de Raphaël Devolvé et Hélène Zélani dans quelques secondes. Vous avez rendez-vous, comme tous les soirs, avec votre émission Europe 1 Soir. Excellente soirée à vous tous. Et on poursuit sur l'antenne de CNews à présent pour les quelques minutes qui nous restent, avec toujours cette fin de manifestation à Paris et cette dispersion qui tarde à s'opérer. Il faut le dire, place de la Nation, il y a encore beaucoup de monde, même si l'ordre de dispersion a été donné. Alors, juste une précision, Mathieu Vallée, l'ordre de dispersion dont nos reporters nous disaient qu'il a été donné tout à l'heure, c'était pour faire partir les éléments perturbateurs ou pour faire partir tout le monde en même temps? Non, c'est pour faire partir tout le monde, et on sous-entend que les gens pacifiques qui ont des intentions bienveillantes pour revendiquer quittent les lieux. Puis c'est aussi une obligation légale, entre guillemets, puisqu'il faut que les gens sachent parfaitement ce que la police va opérer comme manœuvre. Là, on informe toutes les personnes présentes que la manifestation est terminée, on le fait en lien avec les organisateurs, et qu'elles doivent quitter les lieux. Ensuite, ça va prendre beaucoup de temps, puisque vous avez vu qu'on a pris 1 heure en plus, comme on disait tout à l'heure, sur l'horaire d'été. Et en plus, toutes les forces que vous voyez dans toutes les rues adjacentes, ensuite, vont progresser vers le centre de la place de la Nation pour évacuer les derniers récalcitrants, en tout cas les dernières personnes qui ne s'évacuent pas d'eux-mêmes. C'est pour ça que j'ai souvent l'habitude de dire que lorsqu'on n'a aucune intention malveillante, lorsqu'on vient revendiquer, on écoute les organisateurs, on écoute les policiers et les gendarmes qui organisent le dispositif, et au bout d'un moment, il faut savoir terminer la manifestation. Aucune comparaison avec une phrase politique. Il faut savoir terminer une manifestation lorsqu'elle est finie pour éviter les désordres à la fin. Dernières observations sur la mobilisation du jour. Philippe Guibert, je rappelle que vous êtes enseignant, consultant. Finalement, ça s'est relativement bien passé jusqu'ici. On peut nourrir une forme de soulagement quand même par rapport au scénario un peu catastrophe qui nous avait été annoncé pas plus tard que ce matin. Oui, bien sûr, évidemment, une forme de soulagement. Les images de violence de jeudi dernier dans la nuit, puis de samedi à Sainte-Soline, on peut s'en passer. Je crains néanmoins que l'exécutif tire la conclusion de cette journée qu'ils peuvent continuer comme ça et qu'ils peuvent passer en attendant une censure partielle sur des points secondaires du projet. Et je pense que s'ils font cette analyse et s'ils tirent cette conclusion, ils commettront une erreur de plus qui se payera très cher à un autre moment, parce que la rancœur accumulée, le ressentiment accumulé, le sentiment de déni de démocratie qui a été éprouvé par une large partie de l'électorat dans cette crise, c'est quelque chose qui se paiera très cher
d'ici à 2027 et peut-être même surtout en 2027. Il ne sera pas facile d'aller faire campagne dans l'entre-deux tours contre le fascisme et contre les dangers pour la démocratie après avoir fait ça. Et ça se paye très cher. Merci à tous les 5.